Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires de... L'histoire... Cita d'Ayach. Cita d'Ayach. Racine de Ciel. Cita d'Ayach. D'introspection et d'interrogation autour du sentiment amoureux à partir de votre propre intimité. Alors, une première question assez simple. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous par ailleurs si familier des musées, à accepter la proposition inédite d'Alina Gurdiel? Ce qui m'a poussé très directement, c'est Alina elle-même. Donc voilà, il faut qu'elle se lève et qu'elle dise pourquoi non. C'était une proposition amicale et j'ai une sorte de penchant à accepter les propositions amicales. J'étais aussi le premier, je crois, de la collection. Après, c'est pas le premier livre paru parce que je suis très lent. Je l'ai accepté, quand j'ai accepté la proposition à ma façon, c'est-à-dire que j'ai dit à Lina, je suis très contente d'aller dormir au musée Picasso. Je n'ai aucune idée si j'arriverai à écrire un livre ensuite, parce que je n'ai jamais écrit en répondant c'est pas une commande, mais à une proposition comme ça, même si elle est amicale. Mais voilà, j'ai dormi au musée Picasso et j'ai mis quelques années, 3 ans. Mais voilà, c'était très agréable. L'idée de dormir au musée Picasso, je crois que ça ne se refuse pas, même quand on a beaucoup été dans les musées de jour. L'idée de passer une nuit entière seul avec des œuvres, c'est quand même très tentant. Puis ce musée n'est pas situé très loin de chez vous, je crois. Oui, bon, ça c'était facile, ça. J'aurais pu aller un peu plus loin. J'aurais pu prendre le métro jusqu'au musée Guimet. Non, bon, c'est pas un musée dans lequel j'étais allé quelques fois, mais c'est pas un des musées où je suis le plus allé avant de passer la nuit. Mais bon, il y avait l'exposition Picasso-Giacometti. Je dirais que plus que Picasso, sans doute, Giacometti a été un artiste qui était important pour moi. Donc voilà, c'était assez simple d'accepter. C'était pas très compliqué. Alors, je parlais d'intimité en vous présentant. Et cette nuit au musée Picasso, justement, se passe à un moment particulier, on peut le dire, de votre vie personnelle et amoureuse. Le début du livre est d'ailleurs immédiatement, ex abrupto, une succession d'interrogations sur l'amour. Je cite: « L'amour a-t-il une histoire? Peut-il être étudié, annoté, disséqué? L'amour est-il une suite d'événements qui peuvent former un récit, une chronique? Peut-on rendre compte de l'amour? Peut-on en faire le compte-rendu? Ou est-ce plutôt inévitablement une fable, un mythe, la matière d'une nouvelle, d'un roman, d'un poème ?» Pourquoi ce questionnement à ce moment précis, au moment d'ailleurs où vous marchez vers le musée? C'est pour ça que j'ai indiqué qu'il était à côté de chez vous. C'est vrai que c'est-à-dire autant en allant dormir au musée Picasso, je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire. Autant dès que je suis arrivé dans le musée, j'ai eu l'impression que qu'il y avait un sujet qui m'occupait depuis pas mal de temps. Donc j'ai beaucoup cité d'œuvres picturales dans mes livres. J'ai écrit pas mal sur la... C'est pas que j'ai écrit sur la peinture, mais j'ai une sorte de propension à faire des comparaisons picturales. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup plus mes souvenirs de tableaux que de musique, par exemple, pour égayer les phrases de comparaison ou de métaphore. Et en arrivant dans le musée, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui m'avait toujours occupé, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, pour moi, il y avait un rapport entre l'amour amoureux, l'amour d'une femme, et l'amour de la peinture. Et c'est quelque chose que je ne pourrais pas dire de la même manière de la littérature ou de la musique. Donc voilà, dès le début, je suis parti sur cette lancée. C'est un texte qui est écrit sans
sans plan, sans structure. C'est vraiment une partie qui est comme une lettre. Je cite d'autres textes que j'ai écrits auparavant. Je cite beaucoup aussi un auteur qui a une importance un peu particulière, pas seulement dans mon histoire de lecteur et d'écrivain, mais dans mon histoire amoureuse. Bon, je vais le dire vite, mais non seulement il y a mon éditrice, donc Alina, qui est là, mais il y a aussi la femme pour qui j'écris ce livre, qui était pour moi une déclaration d'amour. Donc voilà, donc je ne répondrai plus à aucune question intime. Non, mais non, c'est pas une question intime, mais le livre dont il est question, justement, c'est l'expérience intérieure de Georges Bataille. Et il est effectivement cité un peu tout au long de votre livre. Et à ma connaissance, des livres que j'ai lus de la collection, c'est le seul qui, comme ça, s'accroche comme à un texte un peu radeau, qui fait le lien justement avec le sujet amoureux. Oui, c'est quelque chose que j'ai fait souvent dans ces livres que j'appelle des annexes ou des appendices aux espèces de corpus principal de ce que j'écris. J'écris un livre qui s'appelle Mes derniers mots, qui reprend beaucoup qui cite beaucoup l'Hyperion d'Hölderlin. Un autre livre qui cite beaucoup les lettres à loup d'Apollinaire. Souvent, c'est-à-dire que c'est l'idée de ces annexes sont la combinaison d'un livre que j'ai lu et de quelque chose qui m'arrive. Dans ce cas-là, l'expérience intérieure de Bataille est apparue très directement parce que c'est un livre que ma femme aime beaucoup, que moi j'avais lu et cité auparavant, mais voilà. D'ailleurs, effectivement, le livre de Georges Bataille devient une sorte de viatique que vous partagez avec l'être aimé. Les mots de Bataille se mêlent aux vôtres, ces interrogations deviennent les vôtres, et un effet de miroir s'impose peu à peu au lecteur. Alors certes, on comprend l'importance que ce livre a pour vous, hein. C'est très, très bien exprimé dans le livre, mais pourquoi le prendre spécifiquement à ce moment-là et dans ce lieu, dans ce musée? Ce serait très long de répondre exactement à tout ça. C'est un livre qui a été très important pour moi, que je cite déjà dans mon premier livre, Une enfance laconique. Je pense qu'il y a quelque chose dans ma relation amoureuse et dans ma relation à la peinture qui... c'est pas que ça a à voir avec Bataille, c'est que ça a été créé aussi par ma lecture de Bataille, qui est d'essayer de parler d'un sentiment, d'une manière de vivre peut-être qui ne sépare pas la douceur et la violence. Donc il y a quelque chose de très particulier dans ce texte de Bataille, c'est que voilà, comme la pensée de Bataille en général, elle est très furieuse et en même temps très généreuse. Il y a aussi un autre livre que vous citez dans votre texte, c'est les mots et les choses, qui a une importance particulière. Lui aussi, on aura probablement l'occasion d'en parler dans la suite de son entretien. Mais en fait, ce qui est frappant dès le début du livre, pour en revenir plus spécifiquement au musée et au rapport que vous commencez à tisser avec ce musée, vous qui avez tellement écrit sur les musées, sur les œuvres, etc., vous vous retrouvez pris par une sorte de... j'ai envie d'employer le mot de stérilité quand vous êtes au début dans ce musée. Oui, ça c'est la réalité de cette nuit un peu particulière, c'est que je suis arrivé dans le musée, que je me suis promené dans les salles, donc les salles étaient ouvertes jusqu'à minuit, quoi. C'était un peu l'accord avec le musée, c'est que j'avais le droit d'aller partout jusqu'à minuit, donc j'en ai profité de la solitude dans le musée, mais que ça ne m'a pas poussé à écrire. Alors que c'est vrai que quand je vais dans les musées, très souvent je me promène, je m'arrête devant des tableaux et j'écris. Là, c'était pas le cas. Par contre, ensuite, quand je n'avais plus le droit que de profiter de certaines œuvres qui étaient exposées dans le hall et dans le hall au rez-de-chaussée et à l'étage, autour de l'escalier principal qui n'était pas fermé,
Voilà, là, il y a une forme de rêverie qui a commencé et qui m'a poussé un peu à l'écriture. Je suis pas... je n'écris presque jamais par certitude de ce que je vais écrire. Donc, le moment où je commence à écrire, pour moi, est toujours mystérieux, comme pour plein de gens. Donc, j'attendais que ça vienne, et voilà, c'est pas venu au début, c'est venu un peu plus tard. Oui, alors justement sur ce rapport à l'écriture et à ce qui va venir, et à un moment donné, donc il y a après la stérilité, il y a même une effervescence, puisque vous allez rencontrer Picasso et Giacometti qui vont s'amuser, peut-être s'amuser entre eux, et puis vous nouez une relation avec eux, et on a l'impression d'assister à l'arrivée de personnages, comme si un petit film venait là-dedans. Est-ce que il y a cet autre aspect chez vous qui est le scénariste de cinéma, le réalisateur, le producteur de cinéma, c'est-à-dire donc d'histoire qui se développe avec des images, mais cette fois pas des images fixes de tableau, mais des images animées. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est important, ou vous faites une séparation totale entre les deux formes d'écriture? Moi, je fais une séparation totale, mais j'aime bien que votre lecture les rejoigne, quoi. Je pense que voilà, qu'il y a toujours des lectures qui excèdent l'intention ou le sentiment de l'écrivain, et ça me plaît beaucoup. Mais sinon, c'est vrai, j'ai eu la chance de dormir au musée Picasso, et tout d'un coup, il y a Picasso et Giacometti qui sont arrivés. Ils n'arrivent pas toutes les nuits qu'on passe au musée Picasso, mais là, ils sont venus, et je me suis promené avec eux, et ils étaient plutôt un peu comme des gamins excités par leur retrouvailles. Donc, j'ai noté un peu leur dialogue, et on s'est amusé ensemble, ce qui a sans doute un côté un peu cinématographique. Parce qu'ils sont un peu vos délégués, parce qu'ils font la même chose que vous. Ils regardent très, très, très attentivement des tableaux, et puis ils font des commentaires, et ils se tapent dans le dos, disant bah oui, tu as raison, c'est vrai que c'est génial quand même. Oui, ça a été assez simple, disons, de retranscrire ce qu'ils pouvaient se dire eux-mêmes sur leurs œuvres. Je pense que... peut-être j'ai pris Giacometti un peu plus moqueur que Picasso, mais c'est vrai que voilà, ce qui m'est resté, moi, de la nuit, parce qu'évidemment je n'ai pas écrit le livre pendant la nuit, mais pendant les mois, les années qui ont suivi, c'est quelques œuvres. Donc voilà, ces œuvres-là, je les ai commentées à travers le regard de Giacometti et Picasso. Notamment un combat entre les baigneurs et... Les soldats. Oui, et les soldats, voilà, avec toute une digression sur la guerre, et sur les vainqueurs et les vaincus, et on a des échappées comme ça qui balayent beaucoup de thématiques. Peut-être que Sandra... Oui, une digression sur la guerre. Effectivement, vous décrivez l'affrontement des baigneurs et des vaincus, les baigneurs aussi solides, les vaincus et les soldats aussi, que les soldats sont fragiles, et vous filez la métaphore d'ailleurs, et avec un vocabulaire martial, puisque vous rapportez ça à l'amour aussi. Vous dites notamment à l'être aimé, auquel vous vous adressez directement, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, je ne suis pas plus vainqueur que toi. Et j'ai remarqué que vous employez souvent, en tout cas à intervalles réguliers, un vocabulaire qui procède un petit peu de cela, d'un combat. Alors évidemment un combat intérieur, mais aussi un combat... avec l'être aimé, un combat avec ce que vous voulez, le positionnement que vous voulez avoir ou que vous vous attribuez quand vous lui parlez. Oui, je ne peux pas le commenter. Non, c'est ce que je disais sur Bataille au début. C'est que voilà, c'est aussi un sujet qui me travaille beaucoup depuis longtemps. Les deux œuvres dont je parle, effectivement, c'est deux sculptures qui étaient pas dans les salles, donc avec lesquelles j'ai dormi d'une certaine manière, et ça m'a rappelé. C'est toujours un mélange de plusieurs références. Ce que je cite, je crois, à ce moment-là, c'est une phrase de Deleuze sur
sur l'Iliade, je crois, voilà, où l'idée c'est que voilà, on a perdu quelque chose d'un temps où si on a quelqu'un qu'on tient à notre merci et qu'on peut tuer, on préfère tirer en l'air au lieu de l'achever d'une balle dans la nuque. Je suis très souvent à la recherche de sentiments, je crois, qui unissent des extrêmes. Donc c'est pas sans trouver de solution. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que le livre commence surtout par des questions. Je me suis éloigné, je pense, depuis que j'ai commencé à écrire, de plus en plus des réponses. Donc je me pose beaucoup de questions. Et effectivement, cette rencontre avec Picasso et Giacometti, et entre Picasso et Giacometti, est un personnage où le cocasse se mêle à la profondeur, puisque Picasso fait même des commentaires sur les œuvres de lui qui sont exposées. À un moment, il vous conduit devant une tête de mort et il dit « Là, ça va, c'est moi, c'est vraiment moi, c'est du moi que je suis quand je ne veux pas être moi, quand je ne veux pas être moi ni autre chose. C'est du moi que je suis quand je ne veux pas, quand je ne veux rien. C'est du vrai moi, du moi qui n'a plus de volonté, du moi qui est. » Donc là, c'est une analyse que vous faites faire par Picasso des œuvres exposées. Et il s'arrête devant une œuvre de Giacometti et il dit la chose suivante. Les mots et les choses, donc on reprend le titre du livre dont je parlais tout à l'heure, oui bien sûr, mais parfois le mot est la chose et là il n'y a plus rien à dire. Comme disait l'autre, là il faut se taire. Lorsque l'œuvre est réussie, les mots deviennent inutiles. C'est-à-dire que bon, je profite un peu de ce qu'est devenu Picasso. Je ne pense pas du tout que Picasso avait à la fin de sa vie, il devait avoir une conscience assez aiguë de ce personnage qu'il jouait constamment. C'est-à-dire, c'est pas Picasso fait du Picasso. Je pense que Giacometti n'a jamais vraiment fait du Giacometti. C'est pas parce qu'on persiste dans une œuvre très particulière et qu'on a un style très défini qu'on prend cette position un peu de jouer un personnage de soi-même. Je crois que Picasso a beaucoup joué de ça et donc j'aimais bien l'idée de le faire, se moquer lui-même de ce personnage qu'il a été un peu peut-être, mais en tout cas qu'il est devenu énormément après sa mort. En tout cas, il y a une thématique. Comme vous êtes aussi un homme de cinéma, un homme d'écriture d'abord dans le cinéma par le scénario, est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu comment est venue cette idée d'écrire des scénarios, comment vous voyez l'écriture en vue d'images en mouvement comme le cinéma, et nous parler de vos deux films qui eux aussi à chaque fois, d'une façon très romanesque dans des genres, le film d'espionnage, le thriller, le film de vengeance, etc., mettent quand même en scène des personnages qui sont en quête d'une vérité impossible, et avec une situation, comme vous le dites, où les deux extrêmes vont se toucher. Donc, est-ce que là aussi, c'est une autre façon d'aborder les mêmes thématiques, ou est-ce que c'est vraiment le pur travail alimentaire? J'exagère. Je ne le prends pas comme une insulte parce que c'est vrai que il faut vivre. C'est mon métier. J'ai toujours été scénariste. Voilà, j'ai toujours gagné ma vie en étant scénariste depuis que j'ai une vingtaine d'années. Voilà, donc je fais une vraie différence entre les deux écritures, même à ce niveau purement matériel. Après, il y a une différence vraiment de forme d'écriture. C'est que je pense que quand on écrit de la littérature, on écrit pour que la lecture crée quelque chose. C'est-à-dire que, voilà, ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien, même si c'est une proposition un peu cinématographique, que vous puissiez lire quelque chose dans ce que j'ai écrit que moi je n'ai pas vu. Je pense que c'est vraiment le propre de la littérature, quoi, de donner une liberté de lecture. L'écriture au cinéma, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il faut écrire un scénario, il faut qu'il y ait 10, 20, 100, 200 personnes qui lisent exactement la même chose pour faire un film qui plus ou moins se tient. Donc il y a une petite création un peu dans les dialogues, dans des choses comme ça, mais il n'y a pas du tout de travail sur le langage, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, je sais pas, quand on peint, on interroge la matière picturale, quand on fait la sculpture, on cherche la forme qui est cachée dans le marbre, quand on écrit un scénario, c'est pas le cas.
Ce qui interroge le propre du cinéma, c'est la mise en scène. Donc c'est vraiment ce que vous avez été, puisque vous avez au moins réalisé 3 films. Ce que j'ai essayé de faire assez tard dans ma vie. Avec ces images. Ouais. Voilà, il y a un moment, donc j'étais assez un vieux scénariste déjà, et je me suis dit il faut que je fasse un film avant peut-être d'arrêter le cinéma. Donc juste pour voir ce que c'était de réaliser. Pour comprendre aussi comment on pouvait être entièrement responsable d'une œuvre de cinéma. Et c'est vrai que je n'ai pas cherché à faire dans le cinéma ce que je faisais en littérature. Mais finalement, oui, moi, le premier film que j'ai tourné, je pense qu'il y a un emploi des citations, par exemple, qui est exactement le même que dans mes livres. C'est-à-dire que je cite énormément de poètes dans le film, sans jamais dire leur nom. Je crois que la seule citation qu'il y a, où le comédien dit le nom de la personne qu'il cite, c'est Henri Miller, et c'est une fausse citation, en fait. Ça n'a jamais été écrit par Miller. Donc c'est quelque chose où là, peut-être, il y a un jeu qui ressemble à certains jeux littéraires que j'essaye de faire dans l'écriture. Mais sinon, c'est vraiment des pratiques quand même qui sont très éloigné. Mais dans la thématique, il y a quand même l'idée qu'on a des personnages qui sont enclins au mutisme, et il y a cette notion de silence et d'impossibilité de dire, mais d'effort permanent d'essayer de dire, sachant qu'on n'y arrivera jamais, qui est un peu commun et au livre que vous avez écrit dans le musée Picasso, et puis à l'ensemble de votre autobiographie, c'est-à-dire... je n'ai jamais pu dire, puis tous les titres le disent, laconique, taciturne, discret, ouais. Voilà. Oui, c'est absolument vrai, mais c'est des choses qu'on ignore complètement quand on les fait. En tout cas, moi, je l'ignore complètement quand je les fais. Je me souviens quand j'ai fait mon deuxième film, donc quand on fait du cinéma, on passe son temps à parler de ce qu'on fait encore plus qu'en littérature, c'est-à-dire qu'on est... Voilà, il y a un côté médiatique qui est très concentré sur le moment de la sortie du film, les festivals, etc., etc. Et je passais mon temps à dire, j'ai voulu faire un film, le deuxième, qui soit complètement l'opposé du premier. Le premier était un film très esthétisant, très pensé, où tout était prévu. Le deuxième, c'était un film où j'accompagnais un personnage, c'était tourné en grande partie en caméra à l'épaule. Voilà. Dans les moyens de faire, c'était extrêmement différent. Et une fois, il y a un journaliste qui m'a dit, oui, c'est peut-être 2 films très différents, mais dans les 2, le personnage principal, c'est une femme avec un pistolet. Évidemment, je n'avais jamais pensé qu'il y avait cette espèce de similitude évidente. La base du cinéma, selon Godard. Oui, voilà, une femme et un pistolet. Un pistolet, oui. Mais Godard, c'est une femme et un pistolet. Moi, c'était vraiment une femme avec un pistolet dans la main. Mais je ne m'étais pas rendu compte, et je pense que c'est bon. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent souvent, donc c'est pour ça que j'aime bien écouter ce qu'on me dit, plus que parler. Alors, lors de cette nuit au musée, vous parlez d'œuvres qui vous ont marqué, de peintres qui vous ont impressionné, comme Vermeer, qui a marqué votre adolescence, et à chaque fois vous nous proposez soit une explication, soit un ressenti sur leur œuvre. Et il y a un passage qui m'a particulièrement marqué. Vous racontez, je dirais une anecdote par facilité, mais enfin un épisode lié au tableau La Ronde de nuit de Rembrandt, qui est conservé au Rijksmuseum. Ce tableau, en raison d'une erreur technique apparemment due à l'apprait en bitume de Judée, s'obscurcit irrémédiablement. Vous semblez supposer ou proposer l'hypothèse qu'il ne s'agisse pas d'une erreur, mais d'un acte délibéré. Je vous cite, « Cette noirceur progressive de la ronde de nuit, inextricablement mêlée aux petits êtres dansants des encres de Michaud et aux chiffres d'Opalka, a été à l'origine d'un des désirs les plus visuels et les plus invisibles, puisqu'il n'en reste rien dans ce que je donne à lire, de mon écriture, que chaque feuille que j'écris, couverte de davantage de lignes, davantage de mots, soit plus sombre que la précédente, que chaque page manuscrite soit plus sombre jusqu'à la dernière, qui, toute écrite, sera entièrement noire. L'œuvre ultime jusqu'à l'effacement ultime. Pourquoi ? Excusez-moi, je vous interromps juste avant, parce que ça ressemble exactement à un fondu au noir, ça, au cinéma. Oui, un fondu au noir
qui est un peu une copie du fondu au blanc d'Opalka, le peintre que je cite. Que je cite en plus de Michaud, c'est quelqu'un qui peint, donc qui a passé sa vie à compter avec des petits chiffres de peinture blanche sur un fond noir, et chaque fois qu'il finissait une toile, donc je ne sais plus combien, il y a à peu près 20 000 chiffres, je crois, par toile, donc c'est des toiles assez grandes, il mettait dans le fond 1% de blanc dans le noir. Donc à la fin de sa vie, il est arrivé jusqu'à peu près 7 millions, je crois. Il s'enregistrait parce qu'il peignait blanc sur blanc. Donc tout ça pour dire que ce que je fais avec l'écriture n'est pas très original, mais c'est vrai que j'écris depuis un peu plus de 30 ans, exactement de la même manière, sur les mêmes pages, avec le même stylo plume, et que j'écris chaque fois des pages qui sont plus remplies de mots, et que ça devient même pour moi un peu difficile de les lire, et que j'aime bien l'idée que je finirai par écrire une page entièrement couverte de mots, c'est-à-dire que ce ne sera pas du tout peindre une page en noir, c'est-à-dire qu'il y ait tellement de mots dans la page qu'il n'y ait plus de blanc du tout. Et lors de cette évocation d'œuvres, souvent, vous recherchez, ou vous trouvez spontanément d'ailleurs, des résonances avec l'être aimé, son regard notamment. Et vous avez un moment, cette phrase, c'est quasiment à la fin du livre, « Souvent, j'ai confondu l'amour des êtres et l'amour des œuvres, puisque leur but ultime à tous deux, croyais-je, n'était que de me permettre de bâtir l'illusion de mon œuvre. » Oui, je le dis au passé. Parce que j'espère comprendre quelque chose d'autre peu à peu. Je pense qu'effectivement, j'ai beaucoup confondu l'amour des œuvres et l'amour des êtres. Je sais pas, c'est peut-être une confusion un peu adolescente, et j'étais un vieil adolescent. Mais je pense qu'il y a une vraie différence à faire, c'est-à-dire que principalement une œuvre, quelle que soit sa grandeur et sa profondeur, est fixe, donc elle n'est pas, elle n'a pas la même liberté qu'on a nous, en la regardant, l'écoutant, la lisant. Ce qui est le cas d'un être. Je pense que il faut apprendre à aimer les êtres comme s'ils étaient nos égaux. Ça ne m'a pas été donné tout de suite. Donc, Oui, c'est un des cheminements que vous permet d'ailleurs cette nuit au musée, puisque la conclusion du livre, qu'on ne va peut-être pas livrer totalement ici, est radicalement différente, en tout cas très évolutive par rapport à cette phrase. Oui, parce que c'est l'idée qu'il n'y a qu'un seul amour, c'est-à-dire qu'on aime la peinture et les êtres d'un même amour, ça ne veut pas dire qu'on les aime, que ce qu'on a à donner ou à prendre est de même nature. Mais bon, on irait trop loin. Je m'arrête. Alors, restons au bord de l'abîme. Et cette nuit au musée, c'est aussi évidemment une réflexion sur l'écriture, sur le pouvoir de l'écriture, sur ses limites, de la même manière qu'elle entre en résonance avec une réflexion sur le pouvoir de l'art, sur ses limites, et in fine, sur, le mot est peut-être fort, mais sur leur inutilité ou leur vacuité, que vous compensez ensuite en disant toujours, par rapport aux mots et aux choses, qu'il faut continuer à écrire, qu'il faut continuer à créer des œuvres. Donc en fait, pour créer, pour pouvoir un jour cesser de créer, pour... Oui, on va aller aussi loin. Bon, allons-y. Non, c'est vrai que l'ensemble de ce que j'écris, l'idée que j'ai eue entre 20 et 30 ans et que j'ai commencé à écrire donc il y a une trentaine d'années, c'était d'écrire la vie de quelqu'un.
autobiographie ou pas autobiographie, parce que c'est autant de la fiction que des souvenirs, qui veut tout écrire pour ne plus écrire. Donc qui veut se séparer de cette espèce de poids qu'est l'écriture, parce que, voilà, comme on l'a beaucoup dit, surtout Barthes, l'écriture naît dans la mémoire, mais elle va vers la mort. Et donc il combat le silence de l'écriture, qui n'est pas le... Pour faire vite, donc c'est l'histoire de quelqu'un qui a un enfant laconique, puis qui a une jeunesse aphone et une adolescence taciturne, et qui, en découvrant l'écriture, se dit qu'il y a il y a un autre langage possible que celui qui lui a été interdit, parce que c'est vrai que moi-même, j'étais un enfant très, très silencieux. Et cette découverte d'une autre forme de langage, en écrivant, il comprend que c'est une autre forme plutôt de silence que de langage, parce que c'est le propre de l'écriture. C'est quand même que quand on écrit, on est dans le silence, on est dans la solitude, dans le silence. Après, évidemment, il y a l'espoir de la lecture, qui est une voix qui pourrait venir donner une autre forme à ce qu'on fait. Mais en tout cas, l'écriture ne sauve pas du silence. Donc il y a cet espoir dont on a conscience qu'il ne sera jamais assouvi, parce qu'on peut pas guérir le silence par l'écriture. Le silence, ça se guérit par des choses beaucoup plus simples, comme le rire, la danse, l'amour. Mais dans la peinture, il y a quelque chose qui, en tout cas dans mon expérience personnelle, a provoqué un peu des mots. Donc, je me suis peut-être raccroché à cet espoir en passant la nuit dans le musée, et c'est vers ça que tend peut-être aussi un peu la fin de ce texte. Je voulais juste rebondir sur ce que vous dites à propos de comment guérir, enfin, comment traiter le silence. Le rire, la danse, l'amour, c'est le scénario d'Encore, non ? Oui, c'est clair que dans ce dernier film de Cédric Clapiche, Encore, vous avez peut-être vu sur ce personnage de danseuse, hein, qui va se relever et puis qui va trouver des gens autour d'elle. Oui, c'est très clair que dans la danse, il y a quelque chose d'absolument vivant. Évidemment, on peut danser en silence, c'est pas, on peut danser sans chanter à la fois, mais qui pour moi est absolument du côté de la vie, et du côté d'une vie qui m'a été un peu interdite, disons, pendant toute ma vie. Le cinéma provoque ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas par hasard qu'on fait des films sur la danse, qu'on fait, Cédric et moi, qu'on écrit un film sur la danse. C'est qu'il y a quelque chose qui est attirant dans cette vie-là. Et le cinéma aussi, en tant que spectacle, en tant qu'œuvre commune, a quelque chose à voir avec la parole, évidemment, que n'a pas l'écriture. Même si, je le redis, mais la lecture donne une voix quand même au silence de l'écriture. Pour réintroduire une analogie avec ce que vous dites de l'écriture et des mots et les œuvres de Picasso et Giacometti, je voudrais lire ces quelques phrases. C'est encore une interrogation, mais que peuvent les mots? Vous vous adressez toujours à l'être aimé. Il faudrait te dire tout ça sans un mot. Pour que tu m'entendes, il me faudrait te parler enfin, sans plus écrire que des lignes insensées, denses, poignantes, écrasantes comme celle de Picasso, ou alerte et déliée, et tout aussi insensée comme celle de Giacometti. Pardon. C'est une très belle synthèse. Merci. Oui, je pense qu'il y a... je vais faire l'aveu. Je pense qu'il y a il n'y a pas de solution non plus dans le fait d'écrire à quelqu'un qu'on aime. C'est-à-dire que je pense que les mots qu'on adresse à quelqu'un qu'on aime sont toujours aussi de la littérature. Et que donc
voilà, il y a une part de silence qui persiste, quels que soient les mots qu'on écrit, ou une part qui n'est pas vraiment une adresse. Donc voilà, c'était pas... Voilà, c'est pas une réussite. Le combat continue. Sandra, est-ce que Je tu pense veux que qu'on c'est passe... une magnifique Oui, alors on pourrait façon vous de demander de conclure. lire un extrait de Il y a un seul amour qu'on a choisi. Et il s'agit de Je vais lire ces... très vite, comme ça vous pouvez aller manger. Voilà, c'est 6 pages écrites toutes petites. Non, il n'y en a que 2. Ouais. Alors, mais ça se termine quand même juste après. D'accord, là, ouais. tout en haut. Voilà. Il y a 25 ans, j'ai commencé à écrire un livre qui, croyais-je, serait le seul livre que j'écrirais jamais. L'histoire d'un homme qui, pour cesser d'écrire, tente de tout écrire. En commençant ce projet, qui compte pour le moment 10 fragments publiés séparément et comprenant chacun entre 20 000 et 150 000 mots, j'ai songé que je pourrais aussi bien résumer tout ce travail en un seul mot. Mot. Comme personne, mot veut dire ce qu'il dit et son contraire. Il est la parole et sa négation. Lorsqu'on le prononce, il éveille l'espoir d'un discours et à la fois l'interdit. Son étymologie cumule 2 types prévus par Isidore. L'onomatopée, il est le mot que ne parviennent à articuler que les bovins et les bouches closes, et l'antiphrase, comme bois, lucus, qui serait dérivé de lumière, lucem, parce que dans les bois, il n'y a pas de lumière. Le français étant ma langue d'écriture, mais non ma langue maternelle, la découverte de ce mot à mon arrivée en France à l'âge de 12 ans fut fulgurante. Il n'existe dans aucune des autres langues qui me sont familières. Le mot n'est pas la parole lance, distribue. Le mot tait, revient vers soi. La parole évoque le bavardage incessant des cigales, le mot, le silence assourdissant du regard mélancolique d'une vache. La parole est multiple, finie parce qu'elle est infinie. Le mot est unique, inépuisable. La parole peut être dramatique, lyrique, épique. Elle peut produire de la prose, des vers libres, des alexandrins. Le mot se réfère à l'instant où le monde nous parle cette langue limpide qu'on ne peut traduire, ce langage sensible que nous ne comprenons mais que nous ne connaissons pas. Le mot est ce qui reste dans la langue de cet instant qui précède le poème et qui ne demande pas à être écrit. Que mon envie de te parler ne soit jamais plus forte que celle de t'entendre. Est-ce que le simple fait de tenir la plume rend tous ces vœux pieux, mensongers? Un jour, j'espère, tu me liras. Un jour, j'espère, tu me diras. En attendant, rêvant peut-être que la réponse à mes doutes se trouve dans d'autres œuvres, je me lève de ma petite chaise, je m'éloigne de ma petite table et je repars marcher dans le musée. Merci. 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 Merci beaucoup, Santiago Amigorena. Merci à vous. Peut-être y a-t-il des questions. Le public est invité à en poser, en tout cas. Non. Micro, donc il faut parler fort. Non, ben, Silence pour silence. Ouais. tout est dit. Tout est dit. Ça va sans dire. Merci beaucoup. à Au revoir. tous. Merci. Bien sûr. Écoutez les histoires de... Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge
chemin. L'ouvrage est long, l'oiseau il plonge en piqué. Moi sur ses ailes. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ses feuillets, mon mirador. Dans ses feuillets, mon mirador. Lire au boulot, la barricade du sommeil. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin.